Avant de rentrer dans la technique et avant d'expliquer le b.a.-ba, on va déjà parler de la peau. Alors, ça, vous avez déjà vu, ça c'est une coupe de peau classique, basique. Une coupe de peau, en général, la peau, c'est toujours dessinée, montrée, présentée sous trois aspects, trois couches. La première couche, l'épiderme, c'est celle qu'on connaît le mieux, c'est celle qu'on touche. C'est celle qu'on cajole ou qu'on maltraite. Deuxième couche, on ne l'a jamais vue, mais on sait qu'elle est là, c'est le derme. C'est là où tout se passe, c'est là où se passe la vie. Tout se déroule ici et sur ce qu'on appelle la jonction dermo-épidermique, c'est-à-dire la barrière entre le derme et l'épiderme. On y reviendra parce qu'ici, il se passe quelque chose de fantastique qu'il faut comprendre et connaître. Et puis la troisième couche dont on ne va absolument pas parler aujourd'hui, c'est l'hypoderme. Ce sont les couches beaucoup plus profondes. Et là, on n'aime pas trop aller là parce que là, il n'y a que des problèmes. C'est en général la cellulite qu'on va trouver là. Mais on y reviendra sur un autre cours parce qu'il faut bien qu'on s'y intéresse aussi. Alors, derme et épiderme, tout le monde connaît. Mais ce qu'on sait un tout petit peu moins de ces deux couches-là, c'est que la première, il n'y a pas de cellules. Ce sont quasiment des cellules, on ne va pas dire mortes, mais en tout cas extrêmement kératinisées. Il y a de la kératine, il y a du soufre, il y a un petit noyau, il n'y a pas de veine, il n'y a pas de microcapillaire, il n'y a pas de vie, entre guillemets. C'est une couche où il se passe pas grand-chose, si j'ose dire, même s'il y a un mécanisme extraordinaire qu'on va détailler tout à l'heure et qui est fondamental pour le vieillissement. Et ce que je veux dire, c'est que ce qu'on ne sait pas, c'est que cette couche-là, en fait, elle n'est que le reflet de l'état du derme. Si vous avez une ride ici, c'est qu'il y a une cassure ici. Si vous êtes déshydraté ici, c'est qu'il manque de l'eau ici. Cette couche-là n'est qu'une couche reflet, n'est qu'une couche miroir. La plupart du temps, on s'acharne là-dessus en disant « Oh là là, ma peau ». En fait, ma peau, c'est pas ça. Ma peau, c'est ici. Quand le derme est en forme, quand le derme est hydraté, quand le derme est complètement en cohésion et en rebond, alors mon épiderme, il est magnifique. Alors, deuxième chose, c'est que ces deux couches-là sont posées l'une sur l'autre. Tout simplement posées. Et c'est, vous voyez ici, la barrière qui, en fait, en réalité, là le schéma est très esthétique, mais en réalité, cette barrière, elle est comme ça. Ça forme véritablement des circonvolutions très importantes. Pourquoi ? Parce que, en définitive, derme et épiderme sont posés l'un sur l'autre et la seule chose qui va les maintenir ensemble, ce sont ces circonvolutions. Ça signifie quoi? Malheureusement, ça signifie que quand ces circonvolutions vont, avec l'âge, s'aplatir, qu'est-ce qui va se passer? Glissement de terrain, relâchement. Le relâchement, c'est en fait l'épiderme qui se désolidarise du derme. Et c'est pour ça que quand on arrive à 60, 70 ans, ou même parfois avant, on a l'impression qu'il y a trop de peau dans le visage. On pourrait presque tirer en disant la peau est plus grande que le visage. Hein? Et ça vient véritablement de cette jonction dermo-épidermique qui, au lieu d'être complètement resserrée dans ses circonvolutions, eh bien, avec l'âge, elle s'est aplatie, et puis, à un moment donné, ça y est, on est dans le relâchement. D'accord? Donc, on va voir justement, nous, je vous parlais de perles tout à l'heure, on va voir comment on fait tout au long de sa vie pour maintenir ça en place le plus possible. Alors bien entendu, il y a des facteurs héréditaires, bien entendu, il y a des facteurs environnementaux, comment on va manger, comment on va penser, comment on va faire du sport, comment on va faire tout ce qui concerne le cadre de vie, l'hygiène de vie, va aussi influencer sur le devenir de ce type de problématique physiologique. Mais en tout cas,
que ce soit plus ou moins important chez les uns ou chez les autres, ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passe. Entre guillemets, il y a d'autres choses aussi, mais nous, on va focuser là-dessus parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir interagir concrètement, physiquement, mécaniquement. Ok? Donc ça, c'est la chose la plus importante par rapport au relâchement cutané. Ensuite, je voudrais mettre en avant quelque chose qu'on ne voit pas, qui est complètement invisible à l'œil nu et qui est d'une importance fondamentale. On va parler beaucoup de ça aujourd'hui. Il s'agit du film hydrolipidique. Vous avez déjà entendu parler de ça, certainement. Qu'est-ce que c'est que le film hydrolipidique? C'est simplement cette sécrétion naturelle que nous avons des pieds à la racine des cheveux. Cette sécrétion naturelle, c'est la peau qui sécrète ce film hydrolipidique. Ce film hydrolipidique, il est présent en permanence. Même si je touche ma peau et que je n'ai absolument pas l'impression qu'il y a le moindre film dessus, il y est, il est là. D'ailleurs, sans film hydrolipidique, nous serions comme des lézards, complètement rêches et secs. D'ailleurs, la vie est impossible sans le film hydrolipidique. Sans film hydrolipidique, on ne peut pas être touché, on ne peut pas mettre de vêtements, on ne peut pas être en contact avec quoi que ce soit. Le corps serait à vif. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une des problématiques majeures au niveau dermatologique. Vous avez déjà entendu parler de ça certainement, c'est les problèmes d'atopie. Hein? Il y a de plus en plus de bébés atopiques qui naissent. Certainement liés à des problèmes hormonaux qui proviennent de l'exposition aux produits chimiques de la maman certainement, mais enfin bref. Donc les bébés atopiques, ils naissent, ils n'ont pas de film hydrolipidique. Et ça, c'est un calvaire pour toute la vie. Donc Dieu merci, on a un film hydrolipidique, on vit normalement, on n'a pas besoin de se préoccuper de ça, mais sur le visage, là où il y a un nombre de glandes sébacées et sudoripares extrêmement important sur le visage, eh bien ce film hydrolipidique, on va devoir s'en occuper. C'est-à-dire que si on ne le nettoie pas régulièrement d'une façon très concrète et pas forcément avec des produits, des 2 en 1, des choses très marketing qui ne font pas du tout le job, ce film hydrolipidique, si on ne le nettoie pas, en fonction des types de peau, soit au mieux, il va apporter des teints extrêmement ternes, peu lumineux. Au pire, il va apporter sur les peaux grasses une surenchère de problématiques cutanées, d'infections, de boutons, de choses qui ne sont pas ni agréables à porter ni agréables à regarder. Donc le film hydrolipidique, c'est lui qui va faire en sorte que quand il est bien renouvelé, bien nettoyé et qui peut sécréter, qui peut être sécrété et renouvelé chaque jour, eh bien il va nous apporter une protection et en même temps il va permettre de l'éclat parce qu'un film hydrolipidique qui n'a pas été nettoyé pendant des jours ou qui a été très mal nettoyé, c'est une peau terne, c'est une peau sans éclat, et c'est une peau terne et une peau sans éclat, c'est une peau qui ne va pas s'aimer, et c'est une peau qui va vieillir de plus en plus, de plus en plus. L'éclat de la peau, l'éclat de la beauté, c'est quelque chose de fondamental. Sans éclat, il n'y a pas de beauté. Aujourd'hui, on est très axé sur toutes ces techniques de maquillage pour avoir une peau sublime, un teint parfait. Mais la peau sublime et le teint parfait, ce n'est pas le maquillage. La peau sublime et le teint parfait, c'est avant tout le nettoyage. Moi, j'ai la grande chance dans ma carrière. Au tout début, les 15 premières années de ma carrière, j'ai travaillé en parfumerie sélective avec les grands noms de la parfumerie et j'ai eu la grande chance de travailler avec des marques japonaises que je ne citerai pas ici pour ne pas faire de la pub. Mais en tout cas, avec ces marques japonaises, j'ai pu aborder la beauté versus asiatique. Et ça m'a ouvert l'esprit comme ça. Et par la suite, j'ai pu aller faire mon diplôme de médecine chinoise et rencontrer des gens qui étaient dans la beauté et qui faisaient et qui appliquaient tous les concepts de beauté asiatique. Et je suis tombée dedans il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui,
tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quasiment que des préceptes de beauté asiatiques, mais qui ont été adaptés à la peau caucasienne. Parce que les femmes asiatiques ont une culture de la beauté exceptionnelle. Pour un homme, avoir une belle femme, c'est presque une obligation, c'est un honneur. Donc la femme est tenue d'être belle tout le temps. Et c'est dans la culture. Et elles ont des protocoles de soins, mais on peut juste aller se rhabiller. Hein. La moindre jeune fille a des connaissances et des savoir-faire absolument incroyables, même si, malheureusement, ces dernières années, la grande mode là-bas, c'est les grandes marques françaises, avec toute la chimie et tout le faux semblant qu'il peut y avoir dedans, et que malheureusement, même là-bas, la culture de la beauté est en train de se perdre au profit des faux semblants occidentaux. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage, mais bon, en tout cas, tout ce qu'on va voir, nous, c'est véritablement les protocoles de beauté asiatiques qui ont été adaptés. Et la base de la beauté pour les Asiatiques, c'est le nettoyage. Elles ont des produits et des protocoles rien que pour se nettoyer la peau, mais c'est hallucinant. Nous, dans cette partie du monde, on n'a aucune culture de la beauté. Personne ne nous a dit comment fallait faire. Oui, si on a la chance d'avoir eu une maman qui s'intéressait un peu au naturel, voilà, on a peut-être 2-3 connaissances. Mais nous, notre culture de la beauté, c'est quoi, nous, ici? C'est les magazines. Maintenant, c'est Internet. Donc, c'est la soupe. C'est la soupe à la beauté. Qu'est-ce que vous voulez faire, madame? La soupe. C'est un petit peu ça. Comment dire, on y va un petit peu à tâtons et on y va un petit peu au pif. Il n'y a rien culturellement qui nous a amenés vers des protocoles et vers quelque chose d'avéré et d'établi. Alors, le nettoyage, extrêmement important, on va y revenir tout de suite et ça va vraiment parler ici du film hydrolipidique. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur cet aspect-là. La peau, c'est 70% d'eau. Et encore, selon certains ouvrages, on parle parfois de 80 à 85. Ça dépend des ouvrages. Donc, ok, là, on va mettre 70% d'eau. Quelques protides, très peu de lipides et très peu de sels minéraux. En fait, mesdames, je vous présente le cosmétique anti-âge le plus performant au monde. L'eau est le premier garant de la beauté et de la jeunesse. Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, vous ne pourrez pas maintenir une peau belle, jeune, fraîche et en santé. C'est impossible. Combien de fois j'ai eu des clientes qui venaient me voir avec des peaux dans un état de déshydratation chronique avancé et elles me demandaient « Est-ce que vous auriez une bonne crème hydratante ?» « Oui, madame. » On va boire un verre d'eau parce que c'est exactement ça dont vous avez besoin. Alors, ça paraît trop simple pour être vrai. Et puis surtout, ouais, mais moi j'aime pas boire, j'ai pas envie de boire, j'aime pas, ou alors oui, je bois 1,5 litre de thé par jour. Je bois 1,5 litre de thé par jour, mais le thé, la tisane, c'est pas de l'eau. Thé, tisane, à partir du moment où il y a quelque chose dans l'eau, alors cette eau va devoir enclencher une digestion, et la digestion va utiliser plus d'eau que la quantité d'eau que vous venez de boire. La seule chose qui va vous réhydrater véritablement, c'est l'eau pure et simple, avec rien dedans. Ni bulle, ni thé, ni sucre, ni citron, rien dedans. Il n'y a que l'eau simple qui va réhydrater. Aujourd'hui, la question de l'eau, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et on y reviendra sur chaque cours parce que quelle que soit la thématique, on revient sur l'eau. Quelle que soit la thématique, c'est toujours
la base, c'est l'eau. La beauté du visage, c'est l'eau. La beauté de la peau, c'est l'eau. La beauté de la silhouette, c'est l'eau. À un moment donné, on revient toujours sur l'eau.